Alors Antoine, je vais te donner la parole en premier, vu que j'ai été présentée en dernier, avec une première question qui porte sur ton lien, ton rapport au monde du numérique éducatif. On voit s'afficher ta ressource là, qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure. Mais du coup, ma première question, c'est raconte-nous ton histoire avec le numérique éducatif. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Il y a combien de temps tu es tombé dedans et quel est ton parcours? Eh ben, donc en tant qu'enseignant, j'utilise le numérique en classe depuis un peu plus de 10 ans. Donc mon usage a beaucoup évolué. C'est qu'au début, je me contentais juste de projeter des PDF devant mes élèves. Et c'était comme un peu un soutien en fait, à ma prise de parole, à mes explications. Et au fil en fait, de ma carrière, j'ai commencé à incorporer plus des activités interactives, notamment des quiz Kahoot, Geniali, Quizlet, Pickers et ainsi de suite. Et en particulier quand j'étais à Dallas, j'ai enseigné au lycée français, où les élèves étaient assez demandeurs en fait, de toutes ces solutions-là. Parce qu'en fait c'est une culture américaine qui est assez basée sur le fun, c'est vraiment que ça soit plaisant en fait, d'apprendre. Et justement en fait, donc là j'ai incorporé beaucoup plus de ressources numériques et j'ai créé mes propres ressources, et notamment le coin du prof. Alors non pas pour enlever totalement en fait, les activités débranchées. J'ai toujours gardé des activités classiques, on va dire, mais plutôt en fait, pour couper les deux et pour en fait, engager davantage les élèves, à la fois sur donc, le cours exercices classiques, mais des activités en fait, qui venaient en complément pour les engager. Et donc avec la plateforme, là, le coin du prof, c'est une plateforme tout en un qui se veut en fait faire gagner du temps aux enseignants, leur faciliter, leur réduire la charge de travail en fait, et proposer aux élèves des contenus qui soient motivants et porteurs de sens. Parce qu'en fait, au fil de mes expériences dans les différents établissements, que ce soit en France ou à l'étranger, je trouvais qu'on mettait beaucoup l'accent sur la didactique et peut-être pas assez sur le caractère motivationnel. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours que les élèves, c'est une classe en fait d'élèves modèles qui sont prêts à entendre tout ce qu'on va dire. Et en général, c'est pas le cas. La réalité est vraiment tout autre. On a des classes de 35 en lycée, on a des classes de 30 bientôt en collège. Et les élèves, des fois, sont pas prêts à recevoir ce qu'on va leur apporter. Et donc, l'idée, c'est justement d'avoir des activités engageantes dès le départ, dès le début du cours, ou même à la fin, pour maintenir un peu cette attention. Et je pense que ce caractère motivation, c'est vraiment l'élément déclencheur, en fait, dans la chaîne d'apprentissage. On va voir comment, justement, avec ta ressource, tu travailles sur la motivation des élèves. Et je vais passer la parole à Evelyne. Donc, toi aussi, tu es entrepreneur comme Antoine. Mais contrairement à lui, tu ne viens pas du monde de l'enseignement. Tu es tombé dedans. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rapport au numérique éducatif? Exact. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Donc, comme dit Agathe, je viens d'un univers très longtemps de l'éducatif numérique. J'ai fait ma carrière dans un grand groupe de cosmétiques où là, l'enjeu était de trouver les consommateurs là où ils se trouvaient, soit dans des points de vente physiques, soit dans des digitales, et surtout répondre à cette nouvelle besoin de consommateurs de transparence. Et c'est dans cette ligne-là qu'il y a 6 ans, je lançais Fava, une marque qui a comme mission de rendre accessibles des protections intimes qui sont 100% bio et responsables. Et donc, un des projets clés était d'installer des distributeurs de dépannage dans les établissements scolaires. Et c'est en travaillant avec les établissements scolaires que souvent les enseignants venaient nous voir en demandant de les aider, sensibiliser les élèves sur les sujets sensibles de l'éducation affective relationnelle sexuelle. Ils nous demandaient de les accompagner et surtout on les écoutait beaucoup tous les problèmes à qui ils étaient confrontés, qui sont souvent la manque de temps pour aborder ces sujets, la mixité culturelle dans des classes, donc comment aborder ces sujets qui sont souvent intimes et perçus tabous, et aussi toute l'information erronée qu'ont les élèves parce qu'ils se renseignent sur le digital, sur les réseaux sociaux, et donc c'est en réponse à tous ces besoins de terrain qu'est Antimède. En fait, on a construit cette ressource numérique qui reprend l'ensemble des programmes de l'éducation relationnelle, affective, relationnelle et sexuelle. Et on l'a construit avec un groupe conseil d'experts, donc en santé physique et mentale, ainsi que les réseaux canopés, pour pouvoir garantir qu'un contenu soit solide et répondre à ces besoins de sensibilité.
Merci Evelyne, je vais laisser la parole à Amélie Walter qui va nous parler de son histoire avec le numérique éducatif. Et je crois, si je ne me trompe pas, que tu as connu les prémices avec certains jeux auxquels nous avons tous joué ou vu nos enfants jouer. Absolument. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors moi, effectivement, j'ai travaillé vraiment sur les prémices de numérique éducatif avec les dames multi-éducatives Adibi. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années déjà. Et donc, ces produits, en fait, s'appuyaient vraiment sur la gamification et la motivation, en fait, pour que les élèves, les enfants apprennent les savoirs de base. J'ai ensuite travaillé au développement d'Encyclopédia Universalis, donc à la fois auprès des établissements scolaires, mais aussi auprès des collectivités, donc principalement les départements et les régions. Et là, ça a été une formidable occasion de prendre conscience de l'importance de l'écosystème du numérique éducatif, parce qu'on évolue vraiment dans un écosystème où il va y avoir à la fois les éditeurs, les académies, l'éducation nationale qui est là vraiment pour cautionner et pour valider les qualités de l'offre, mais également les financeurs qui vont être les collectivités et les établissements. Et puis, j'ai rejoint ensuite le groupe Humaine 6 et Belin Éducation, ce qui a été une formidable occasion de participer à la conception et au déploiement d'offres en réponse à des appels d'offres. Alors des appels d'offres des ministères ou des appels d'offres de collectivités comme les régions, bien souvent en s'associant en consortium avec des EdTech pour être en mesure de proposer l'offre la plus fine possible et la plus performante possible à vous, enseignants. Et j'ai également, à cette occasion, travaillé et réfléchi à des offres hybrides, puisque chez Belin Éducation, on est convaincu que le 100% numérique n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, et que bien souvent, il est important de s'appuyer aussi sur des supports papier pour combiner les deux, et c'est de cette façon que l'on pense que l'enseignant peut adopter en fait ces outils, les utiliser au mieux, et que c'est dans ce sens que les outils vont aider les enseignants dans leur quotidien. Un dernier point, pour moi, l'essentiel du numérique éducatif et l'enjeu important qu'aujourd'hui, c'est vraiment le développement des usages qui passe bien sûr par la qualité des offres, mais qui va passer aussi par la formation auprès des enseignants. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et bien sûr, une très bonne compréhension du métier de l'enseignant, une bonne écoute du terrain pour pouvoir en fait avoir des remontées du terrain sur les offres qui sont déployées et répondre au mieux aux attentes. Merci beaucoup. Agnès Botrel, toi aussi, tu collabores beaucoup avec les enseignants en tant qu'éditrice depuis pas mal d'années, puis tu as vu la naissance des manuels numériques et puis de tout ce qui s'en est suivi. Donc si tu peux nous faire en quelques secondes. En quelques secondes, alors bon, moi je suis à peu près depuis 20 ans dans l'édition scolaire et l'édition scolaire, ça fait même plus de 20 ans maintenant qu'elle travaille sur le numérique éducatif. On sait que au début des années 2000, les éditeurs d'éducation avaient lancé le cartable électronique. C'était vraiment la première mouture du numérique éducatif. Et je rejoins un peu Antoine sur sa façon qu'il avait de présenter comment il a progressé dans le numérique avec au début un PDF et ensuite de plus en plus d'interactivité. Les éditeurs scolaires ont un peu fait le même chemin depuis 20 ans. Où maintenant, en fait, on partait du manuel et on a de plus en plus travaillé aux ressources pour qu'elles soient vraiment en correspondance avec les usages. Comme disait Alélie, c'est extrêmement important. Et on est parti d'une profusion de ressources pour maintenant cerner beaucoup plus les ressources et trouver des ressources qui soient vraiment en adéquation avec les usages et avec les préoccupations de maintenant. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des applis comme celle qu'on présentera qui s'appelle Cyberémé. Merci pour cette petite présentation approfondie. On comprend mieux qui vous êtes et surtout d'où vous parlez. C'est ça qui a été intéressant aujourd'hui, c'est de réunir des acteurs qui viennent de mondes différents, mais qui œuvrent pour une même cause, qui est celle des apprentissages, de leur qualité, de l'innovation éducative. Je pense que notre audience a un peu envie de voir ce que vous développez concrètement sur les grands thèmes qui font le titre de notre conférence aujourd'hui. Et donc, ces différentes ressources que vous développez pour les enseignants, pour les établissements ou pour d'autres structures d'éducation et de formation, elles permettent donc de répondre à des enjeux variés. Le premier qu'on va adresser, si vous le voulez bien, c'est celui du déficit d'attention ou de motivation des jeunes ou des moins jeunes qui sont en situation d'apprentissage, et donc plus largement la thématique du décrochage, qu'il soit temporaire ou durable. Je sais que chez Belin Éducation, vous êtes très engagés sur ce sujet.
avec plusieurs ressources de référence que vous avez développées, que vous allez nous présenter rapidement aujourd'hui. Je laisserai ensuite Antoine poursuivre sur sa ressource à lui, le coin du prof, qui est aussi d'une aide très précieuse pour les enseignants qui veulent dynamiser, capter l'attention des élèves et donc introduire des petits modules motivationnels dans leur pratique. Et puis ensuite, on passera sur d'autres thèmes un peu plus en lien avec, on va dire, les enjeux de notre époque, avec Agnès puis avec Eddie qui nous présenteront à leur tour leurs ressources. Alors j'espère que ça va fonctionner. L'idée, c'est que chacun puisse pitcher et que vous ayez quand même un aperçu de à quoi la ressource ressemble. Vous trouverez d'autres infos dans les flyers qui sont à la sortie, sur les stands de chacun et à travers les QR codes qui vont être diffusés si vous souhaitez zoomer sur une ressource ou sur une autre pour laquelle vous seriez éventuellement venu en particulier. Donc je te donne la parole, Amélie, pour démarrer sur les ressources de Bolloré Éducation. Merci Agathe. Alors effectivement, moi je vais vous montrer des ressources, pas dans l'intégralité, mais juste à chaque fois je vais insister sur en quoi elles permettent en fait de maximiser la concentration des élèves et d'éviter le décrochage. On va démarrer par nos manuels numériques Max. Alors l'avantage des manuels numériques Max, c'est qu'ils permettent, en fait, ils proposent des supports extrêmement variés pour accompagner l'élève dans ses apprentissages. L'élève va travailler à la fois sur des vidéos, sur de l'audio, sur des podcasts, donc autant de supports qui vont lui permettre en fait de maintenir son attention et son envie de travailler dans les différentes disciplines. On met également à disposition des élèves des exercices interactifs corrigés qui vont lui permettre de travailler et de s'entraîner en toute autonomie. Et puis, un dernier point important, c'est que nos manuels Max sont évidemment ancrés dans l'actualité et en lien avec l'actualité. À titre d'exemple, on est partenaire du magazine Pour l'Écho, qui est un magazine qui fait partie du groupe Les Échos. Et donc, pour nos manuels en SES, par exemple, on va faire le lien grâce à des articles de Pour l'Écho sur des sujets d'économie. Donc, exemple, là, vous avez plusieurs sujets articles d'actualité qui s'affichent. Exemple, sur le commerce international, on va montrer les effets d'une marque comme Shein. Et donc, ça va évidemment parler aux lycéens tout de suite. Et ils vont pouvoir faire le lien avec leur environnement économique et pouvoir le décoder. Le deuxième exemple, c'est une ressource d'apprentissage des langues vivantes que nous avons développée avec la société Entertainment Learning, EdTech Entertainment Learning, pour des appels d'offres qui ont été lancés par la région Île-de-France et par la région Grand Est. Alors en fait, c'est la même plateforme qui va avoir un nom différent. Donc elle s'appelle Kioz en Île-de-France et Do You Speak Jeunesse en Grand Est. Cette plateforme, elle propose un apprentissage des langues à partir de contenus vidéo. Et on joue vraiment là sur le côté motivation des jeunes et des élèves, puisqu'on va leur proposer des vidéos en affinité avec leur centre d'intérêt, notamment sur des films, des séries télé par exemple. Donc évidemment, les lycéens vont avoir une appétence à travailler sur la ressource, vont avoir envie d'apprendre la langue à partir de cette ressource et vont du coup se prêter d'autant plus à un travail régulier qui est absolument indispensable dans toutes les disciplines, mais encore plus pour les langues vivantes. Et en plus, dans cette plateforme, on a ici une dimension ludique, puisqu'au fur et à mesure de son parcours, l'élève va décrocher des badges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on récompense pas seulement, en fait, on récompense pas le niveau en langue, puisqu'on peut chacun avoir des niveaux assez hétérogènes. On va récompenser l'assiduité, en fait. On va récompenser le fait d'y revenir régulièrement et de travailler régulièrement. Et une dernière ressource qui est Géric Compétences. Alors là, c'est une plateforme de positionnement et d'apprentissage des savoirs de base en français et maths qui s'adresse aux décrocheurs scolaires qui sont sortis du système et qui s'adresse au public éloigné de la formation dans une optique vraiment de formation pour l'insertion professionnelle. Alors, l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle prend en compte le profil des apprenants et elle va s'appuyer sur vraiment leur potentiel pour les raccrocher aux apprentissages et pour leur permettre de travailler sur leur concentration. Donc, comment ça marche ? Un apprenant qui va commencer à travailler avec la plateforme, on va lui proposer un test d'évaluation qui va permettre vraiment d'évaluer ses atouts et au contraire ses points de faiblesse que l'on va travailler.
La plateforme, grâce à l'IA et grâce à des parcours d'adaptive learning, va proposer des parcours d'apprentissage directement liés à ces résultats. Et on va pouvoir monitorer, c'est-à-dire proposer en fait au parcours ou demander des parcours qui s'appuient sur ses atouts, ses points forts pour mettre le candidat en confiance et pour redonner le goût aux apprentissages en fait au candidat. C'est ça qui est vraiment important. Avec aussi derrière une méthodologie, on va insister sur le côté apprendre à apprendre. Merci beaucoup Antoine. Sur ce même sujet de la motivation, de l'engagement, est-ce que tu peux nous présenter ta ressource également dans un petit pitch? Donc moi c'est la plateforme Le Camp du Prof. Et comme son nom l'indique, c'est à destination des enseignants. Donc je sais pas, il y en a certainement dans la salle, des enseignants. Oui. Donc des enseignants, là c'est enseignants du secondaire, donc collège et lycée, pour quelle que soit la discipline. Donc l'objectif, on a deux, on s'est fixé deux objectifs. C'est à la fois, donc comme à Mévis, c'est vraiment essayer de motiver les élèves pour vraiment susciter leur attention. C'est l'élément déclencheur pour après en fait qu'ils soient concentrés et pouvoir apprendre en fait certaines compétences. Et la deuxième, c'est aussi faciliter le travail de l'enseignant, puisqu'en fait l'enseignant a quand même beaucoup de travail et une certaine charge mentale, que ce soit dans ses tâches quotidiennes ou même en classe pour la gestion de la classe. Et donc en fait c'est une plateforme tout en un où il y a à la fois une banque de ressources avec des questions flash, quelles que soient les disciplines. Il va y avoir des jeux sérieux ou des jeux par équipe auxquels on peut jouer en classe. Il y a aussi des QCM et il va y avoir des activités expresso qui sont des activités en rapport avec la vie de tous les jours, en rapport avec d'autres disciplines. Donc ça rejoint un petit peu l'activité, la ressource en anglais qui est fait chez Belin. Et donc voilà, l'ensemble de ces activités sont vraiment pour but de motiver les élèves. La plupart en fait peuvent être faites juste avec un vidéoprojecteur et le PC de l'enseignant. Mis à part les QCM où là faut que les élèves soient en fait sur tablette, PC ou téléphone. Et à cela, il y a aussi pas mal d'outils. Donc il va y avoir un plan de classe. Vous pouvez mettre des annotations sur les élèves, sur le plan du comportement, ce qui peut être utile après pour les bulletins ou éventuellement pour les rendez-vous parents-prof. Il va y avoir aussi un drive, il va y avoir il y a toute une gamme d'outils en fait pour vraiment se faciliter la vie en tant qu'enseignant. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver des informations auprès d'Antoine directement et puis également sur le site du Coin du Prof. Et il y a d'autres ressources aussi à venir dont tu n'as pas parlé parce que nous n'avons pas le temps, mais qui sont super intéressantes aussi pour la gamification d'enquête des cours. On va passer maintenant à des enjeux d'apprentissage, on va dire un petit peu moins classiques que les disciplines traditionnelles, maths, français, anglais que vous avez pu évoquer. Et en abordant les nouveaux sujets un peu plus délicats à aborder avec les élèves et qui sont souvent en lien avec des nouveaux programmes qu'on s'approprie pas forcément et puis dans des logiques aussi interdisciplinaires qui peuvent rendre difficile leur appropriation par les enseignants. Donc on va commencer par les problématiques des risques numériques, de la haine en ligne, de la cybersécurité qui sont au programme et pour lesquels Bagnard a développé avec un enseignant une ressource qui s'appelle Cyberémie et que tu vas voir nous présenter maintenant. Exactement. Donc Cyberémie, c'est une nouvelle appli, une appli web et puis une appli embarquée, qui se trouve sur les stores d'appli. C'est une appli, donc vous voyez dans le mot cyber et émis, c'est une appli qui est dédiée vraiment à la citoyenneté numérique et à la lutte contre le cyberharcèlement. On vient là pour en fait éduquer les jeunes à l'utilisation du numérique en classe ou hors classe, dans leur vie privée comme dans leur vie scolaire. Cette ressource, c'est le fruit d'une collaboration en fait entre donc les éditions Maillard, entre un auteur qui travaille depuis très longtemps avec nous, qui s'appelle Michael Bertrand, qui est historien et qui est spécialiste des sujets numériques à l'école, et une EdTech qui s'appelle Didiz. Pour la petite histoire, cette appli est née dans notre tête à peu près l'année dernière à Educatech, en discutant en fait avec les applis et en voyant combien la notion de cybersécurité était un enjeu hyper important de nos jours, et on l'a vu avec les attaques sur les ENT qui sont souvent en fait à l'origine une erreur humaine. Et cette erreur humaine, en fait, il faut éduquer les jeunes qui ont dans la main ces médias à profusion. Il faut les éduquer à les utiliser.
Donc, nos utilisateurs, c'est les collégiens et les lycéens. Il y a 2 applis, en fait, une Cyberémie Collège et une Cyberémie Lycée. L'appli Cyberémie Collège a 10 parcours composés de petites capsules. C'est vraiment une appli qui est dédiée au micro-learning, c'est-à-dire qu'on passe pas plus de 2-3 minutes sur une notion. Et c'est une appli démichée, c'est-à-dire qu'on a un système de badges, on remporte des badges, on fait des battles avec ses collègues de classe. On a des vidéos, des infographies. Vraiment, il s'agit de répondre aux usages des élèves d'aujourd'hui. On peut l'utiliser en classe, on peut l'utiliser à la maison, et c'est vraiment destiné à tous les enseignants. Tous les enseignants sont légitimes à s'emparer de ce sujet. C'est pas toujours facile puisqu'il manque beaucoup de support sur la cybercitoyenneté. Et vraiment, cette appli répond à tous ces aspects. Elle permet donc d'utiliser à la fois en EMC, par exemple, en techno. On parle aussi d'orientation parce que c'est important. Quels sont les métiers de la cybersécurité? C'est les métiers de demain et les élèves pourraient avoir des appétences pour ces métiers. Voilà, après je pense que j'ai fait le tour de cette... Merci, c'est très clair. Et on va finir avec la ressource que va nous présenter Evelyne sur l'éducation sexuelle au départ, mais qui aborde des thèmes connexes comme l'égalité filles-garçons ou la prévention du harcèlement et du sexisme. Donc on te laisse présenter Evelyne. Là, c'est exactement. Donc, comme je vous disais dans ma présentation, Antimed, on a construit Antimed comme une ressource numérique, c'est une plateforme qui reprend l'intégralité des programmes de l'éducation nationale sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui couvre 21 heures de cours sur toutes les secondaires. Et nous avons aussi travaillé un programme complémentaire sur la lutte contre le harcèlement. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui. Et aussi, on a développé un programme complémentaire pour la lutte contre le harcèlement scolaire qui est complémentaire au programme phare. Il couvre tous les types d'harcèlement et surtout différents points de vue, celle de l'harceleur, l'harcelé et les témoins. Et ce programme est en complémentaire du programme phare. Alors, ces 3 programmes, donc règles, sexualité et harcèlement, ont été construits avec un conseil d'experts, dont un médecin généraliste, un psychologue, un gynécologue et une avocate, ainsi que les réseaux Canopé, afin de garantir un contenu solide et pédagogique qui est adapté au niveau scolaire. Donc, évidemment, on n'aborde pas les mêmes sujets à la 6e qu'à la terminale. Et son objectif est de permettre aux enseignants d'avoir un appui pour parler de ces sujets qui sont souvent sensibles. Donc, comme je vous disais, Antimed a été créé avec des établissements scolaires, avec des CPE avec qui on travaillait. Et aujourd'hui, nous avons 2 interfaces. L'interface enseignant qui permet à une enseignante de projeter les programmes en classe et faire des débats, répondre aux questions. Donc ça, c'est le cas, par exemple, d'Amel, en CPE au collège de Pantin, qui sépare filles et garçons et fait des ateliers comme ça. Ou on a une interface élève qui permet à chaque élève de le faire en autonomie dans des temps informatiques tout au long de l'année, que c'est le cas d'un lycée de Aïda dans la Seine-Saint-Denis. Et donc, comme ça permet d'avoir un responsable qui est là pour répondre aux éventuelles questions, mais les élèves peuvent approfondir les sujets en fonction de ça qui les intéresse le plus. Comment est-ce que ça s'articule Antimed? Donc, on a une vidéo des experts. Donc, c'est les experts qui parlent, c'est le médecin qui parle. Cette vidéo dure 2 minutes. Ensuite, c'est un contenu écrit qui reprend toutes ces notions que l'expert a exposées. C'est appuyé par un graphe, des schémas quand c'est nécessaire, et ça finit par un quiz qui va valider les acquis. Et cette quiz, c'est souvent des études d'écart, des mises en situation, notamment, par exemple, sur les sujets de consentement ou d'harcèlement, ou le fait d'être mis en situation, c'est très important pour valider les acquis. Et on a encore une fois testé. Je vais citer une élève qui s'appelle Fatou, qui dit la plateforme est super, elle aide beaucoup à développer nos connaissances sur les trucs trop intimes au tabou. Donc je pense que ça répond quelque part à ça qu'on fait chez Antimed.
Les objectifs pédagogiques sont doubles. D'un part, c'est accompagner les élèves dans l'apprentissage des sujets importants pour leur bien-être physique et mental, mais aussi les bien vivre avec les autres. Et les enseignants venir les soulager, les accompagner, qui est un vrai support pédagogique pour aborder ces sujets essentiels aujourd'hui dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Donc on voit à travers vos pitchs que ce qui vous réunit, c'est cette volonté d'être en soutien des enseignants sur des thèmes qui sont parfois, ou des enjeux qui sont parfois difficiles à adresser. Vous avez un autre point commun, bon, au-delà de votre passion bien sûr pour l'éducation et pour le numérique éducatif, qui est que vous êtes tous distribués par EduLille, qui a organisé cette conférence et qui vous a tous accueillis. Je ne citerai pas Cécile qui est tout organisée. Juste un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'un distributeur dans le monde des ressources numériques et des EdTech, parce que moi-même, quand on s'est connus, j'étais pas forcément extrêmement au clair, mais je trouve que ça mérite d'être partagé à tous. Un distributeur, en fait, au départ EduLib, votre rôle, c'était de déployer dans les établissements et auprès des collectivités les manuels et les ressources numériques qui étaient développés par Magnard et par Belin. Et plus récemment, vous avez ouvert votre catalogue de ressources à des acteurs externes à ces deux maisons d'édition qui se partageaient à l'origine ce service EduLib, pour pouvoir avoir une offre complète de différentes ressources qui couvrent différents thèmes, qui couvrent les différents cycles, etc., auprès des établissements, et donc rendre plus facile la connaissance des ressources existantes et des nouvelles ressources par les prescripteurs dont tu parlais tout à l'heure, Amélie, qui sont les lectorats, mais aussi par les chefs d'établissement, par les enseignants eux-mêmes et par les collectivités qui souvent sont des acheteurs de ces ressources numériques pour les établissements. Donc EduLib a aussi un rôle de facilitation des ventes, en fait, des acquisitions, que ce soit en France ou à l'étranger, avec un site vitrine qui présente l'ensemble de ce catalogue et avec aussi des partenariats avec les libraires scolaires que vous connaissez, qui sont tous représentés ici et qui en général sont ceux qui répondent aux marchés publics régionaux qu'on a déjà évoqués. EduLib assure aussi la distribution technique des ressources. En gros, quelqu'un est intéressé, il fait une demande de licence, là il y a toute une tuyauterie pour que cette personne elle puisse avoir accès à cette licence. Et puis il y a aussi des enjeux sur lesquels on va revenir, des réjouissances pour les acteurs de la EdTech qui sont le raccordement de ces ressources aux connecteurs de l'éducation nationale et bien sûr le respect du RGPD. EduLib joue enfin un autre rôle dont on reparlera plus tard, qui est celui d'accompagner les utilisateurs avec du SAV, avec de la formation et tout un funnel en fait depuis le moment où on acquiert la ressource jusqu'à une éventuelle transmission à des collègues, etc. Donc pourquoi vous existez EduLib ? Parce que l'éducation nationale, c'est un marché qui n'est pas forcément évident. Pour y avoir bossé, et toi aussi Antoine, on connaît sa solidité, mais aussi parfois sa complexité. Donc vous êtes tous amenés à collaborer avec des acteurs de l'éducation nationale, soit à l'échelle des établissements ou à l'échelle nationale ou des territoires. C'est effectivement un marché complexe, qui a aussi plein de promesses. La dernière question que je voulais vous poser, c'est celle-là, c'était quels sont pour vous les enjeux dans la collaboration avec l'éducation nationale et ses partenaires collectivités, et comment vous y répondez ? Je vais donner la parole à Evelyne en premier pour nous répondre. Alors, en tant que start-up, les enjeux et les défis de travailler avec l'éducation nationale sont trois pour Intimel. Les premières, c'est de se faire connaître. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur une ressource qui n'est pas une matière prioritaire comme les maths, les français, c'est toujours challenging de se faire connaître. Donc heureusement, on a travaillé avec plein d'établissements scolaires qui ont testé la ressource qui a ouvert des portes. Le deuxième défi, c'est vraiment le défi technique. Celle à laquelle Agathe fait ses références. Donc, le fait de pouvoir être accroché aux fournisseurs de l'éducation nationale, donc soit le GAR, soit École Directe pour les privés. Et donc, notre ressource, c'était facile à accrocher au GAR parce que dès le départ, c'est une ressource qui a été travaillée avec l'accélérateur, les RIS et Canopec, l'accélérateur de l'éducation nationale. Donc, la ressource a été pensée pour les écoles. Et ça nous a pris quand même 7 mois à pouvoir être accrochés
au Gard parce que il y a toute une gestion des questions RGPD. Il y a toute une question aussi sur les hébergements de la plateforme. Il faut que ce soit surtout français. Et donc, il y a beaucoup de parties techniques afin de pouvoir rendre disponible la plateforme dans les ELT de l'éducation nationale. Et enfin, notre troisième défi, très rapidement, c'est de trouver les bonnes personnes au sein d'un établissement scolaire quand on est une ressource qui s'adresse aux CPE, aux infirmières, aux documentalistes, professeurs d'SVT. Donc, on a une différentes interlocuteurs et trouver la bonne personne et le processus de décision, c'est toujours pas évident. Oui, je rebondis sur ce que disait Ebu parce que c'est exactement ça. Cyberémie, c'est une ressource transversale qui s'adresse à plusieurs enseignants, aux documentalistes aussi, aux chefs d'établissement qui ont une politique pour la citoyenneté numérique. Et donc, c'est aussi trouver le bon interlocuteur, même pour nous qui sommes un éditeur qui est là depuis longtemps sur la place du marché. Ça reste un challenge puisqu'on nous attend. Nous, on a l'habitude de dialoguer avec les enseignants disciplinaires et là, il faut s'adresser à plein d'utilisateurs de potentiellement différents. Et c'est ce qu'Amélie aussi évoquait au début, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les utilisateurs et les acheteurs. On sait que dans l'éducation nationale, celui qui fait l'acte d'achat direct n'est pas l'utilisateur premier. Donc, tout de suite, ça crée une difficulté en fait pour vendre ses ressources. Dans nos relations aussi à l'éducation nationale, j'élargis un peu parce que notre gros travail aussi, c'est de former les enseignants, les utilisateurs à ces ressources. Donc, avant même l'acte d'achat, on est beaucoup en établissement scolaire. Nos auteurs sont des enseignants, donc qui testent les ressources en classe avec leurs élèves. Là, Michael Bertrand, il a essayé, il a testé, il a vu ce qui marchait, il a vu ce qui marchait pas, il a avancé comme ça, parfois en reculant, puisqu'on voulait toujours être au plus proche des usages. Évidemment, après, on a des actes de formation, les éditions scolaires ou des délégués pédagogiques qui vont dans les établissements scolaires, qui sont là pour former tous les enseignants. Il y a évidemment EduLib qui est aussi là pour former les enseignants aux ressources. Et puis, on accompagne Cyberémie notamment de tout un tas de ressources sur les sites, des ressources pour s'en emparer du point de vue pédagogique, des espèces de livres du prof, je dirais, de la ressource pour savoir comment s'en emparer en classe, ce qu'on appelle des FAQ, des petites vidéos de démonstration. Voilà, c'est tout ce qu'on développe et qu'on va encore développer pour que la ressource soit bien prise en main par leurs usagers. Antoine, peut-être de ton côté, des difficultés surmontées ou rencontrées? En difficulté, je dirais que faire connaître sa solution, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, dans le sens où on peut passer par les réseaux sociaux, on peut faire du mailing, on peut contacter les profs documentalistes. Donc nous, avec le camp du prof, on a réussi, on est à peu près à 2000 inscrits et ça marche plutôt bien. Le plus dur, c'est vraiment essayer en fait de former les enseignants à l'usage justement du camp du prof, c'est-à-dire les onboarder. Et ça, c'est un peu plus dur, ça demande beaucoup plus de temps. Et très souvent, en fait, ils vont connaître votre solution, les enseignants, ils vont s'inscrire dessus. Et derrière, ils vont pas l'utiliser tout de suite. Ils vont dire, j'ai pas le temps, je vais attendre des vacances pour l'utiliser. Ça me paraît très intéressant, très riche, mais j'ai pas le temps, en fait, dans mon quotidien. Donc, c'est ça un peu le plus dur, c'est de trouver vraiment un temps pour cette formation, en fait, à notre solution. Et donc, l'idée, ça serait peut-être dans les établissements, si on pouvait avoir des moments de formation, en fait, sur différentes solutions, en fait, à proposer, là, par des acteurs du numérique. Petit message au fait d'établissement, il faut collectivité. Ouais, moi je partage complètement votre point de vue, Agnès et Antoine. Nous, on a vraiment, on pense que on doit tout faire pour aider les enseignants à gagner du temps en fait, parce que les enseignants ont de plus en plus de choses à faire, sont quand même confrontés à une multitude d'offres. Donc pour compléter tout ce que vous avez déjà détaillé comme moyen pour communiquer, qui les aider pour les former. Nous, on a développé aussi des fiches enseignants, donc sur des supports vraiment papier, mais qui vont aider l'enseignant à prendre en main une ressource, à tout de suite voir comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans la ressource qui les intéresse, quels sont les écueils potentiels ou les difficultés en fait qu'il va y avoir sur cette ressource,
et que ça puisse les aider tout de suite en fait à monter en compétence sur cette ressource. Donc voilà, des exemples sur Kio. Je crois que le temps nous est compté, donc je vois le regard d'Agathe, donc je vais pas vous détailler ça tout de suite, mais on va trouver ça sur Domino, qui est une ressource en cycle 2. On va trouver des fiches sur Kios. On les développe à chaque fois beaucoup. Et juste un dernier point, c'est quoi? Il me semble absolument essentiel que les financeurs, en fait, que les collectivités, mais aussi les établissements qui achètent ces ressources soient conscients que installer une ressource, ça prend du temps. Développer des usages, ça prend du temps. Il faut laisser l'espace suffisant pour que les enseignants, les élèves s'en emparent, prennent l'habitude de travailler avec. Et c'est important que les projets de financement soient sur des temporalités suffisamment longues pour que les usages s'installent et que du coup, on ne gaspille pas l'argent public, qui est quand même un sujet aujourd'hui, puisque les financements se tarissent. Un dernier mot peut-être, Evelyne. Alors, on est là, venez nous voir, on est dans les salons, on est en ligne, on se déplace dans les établissements scolaires. Et puis aussi rassurer sur le fait que c'est le programme de l'éducation nationale. On les suit, que ce sont des experts qui parlent et c'est une solution pour vous aider, vous accompagner, vous soulager. Merci beaucoup à tous. On va prendre le temps de quelques questions éventuellement avant de nous quitter, s'il y en a dans le public. Je pense que vous avez été très clair parce qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas en tout cas à aller voir les intervenants directement à la sortie de la conférence ou sur le stand EduLib où on va passer le reste de la journée. Et je vous remercie à tous pour votre attention, votre patience face à nos petites difficultés techniques. Et on espère vous rencontrer bientôt. Merci.